Passion MLB, épisode numéro 7 déjà du podcast qui a été lancé il y a quelques semaines. Merci à tous ceux qui sont à l'écoute, que ce soit le jeudi à 20h en live sur Facebook, Twitter ou YouTube, ou ceux qui nous écoutent sur toutes les bonnes formes de plateformes de podcast par la suite. Toujours un plaisir de partager la passion du baseball. On est là pour ça. Je suis là chaque semaine avec Sébastien Berroir. Sébastien, comment ça va? Ça va bien. La semaine passée, je t'avais dit que ça allait aussi bien que les Yankees. Là, je vais te dire que ça va mieux que l'interprète de Shohei Ohtani. Pascal Harvey aussi qui nous joint. Pascal, est-ce que ça va mieux que l'interprète de Shohei Ohtani? Ben, c'est sûr. D'après moi, là, ces temps-ci, tout le monde va mieux que l'interprète de Shohei Ohtani, mais il a couru après un petit peu, disons. Oui, c'est ça. Si ça va moins bien que l'interprète de Shohei Ohtani, il y a des ressources là pour, pour s'aider. Les gars, déjà plus d'une dizaine, en fait près de deux, ça fait 2 semaines que la saison de baseball est commencée. Question un peu générique pour commencer, mais Pascal, comment t'aimes ça, le retour du baseball? Là? Es-tu retombé dans tes bonnes vieilles pantoufles de mettre la balle le soir en finissant de travailler puis de juste te laisser bercer par la voix des commentateurs de baseball? Absolument, absolument. Puis, tu sais, je ne suis pas abonné nécessairement à MLB Live où on peut voir tous les matchs, mais quand c'est débrouillé en début de saison, j'en profite pour aller voir le plus de matchs possible. Puis oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. Tu sais, le baseball, c'est un sport qui est, même s'ils ont voulu l'accélérer, c'est quand même un sport qui est plus lent que les autres, puis on peut le déguster, on peut prendre notre temps, on peut remarquer toutes les stratégies. Puis ça fait du bien là, de relaxer un petit peu en regardant du baseball. Sébastien, j'imagine que toi aussi, là, te connaissant, tu es un peu abonné à tes plateformes puis tu regardes quelques matchs quand même. Quelques-heures, à peine, à peine. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment le fun. On dirait que le printemps arrive plus vite dans ce temps-là. Puis, tu sais, que ce soit en soirée, surtout on va regarder les matchs, mais c'est des fois en après-midi, en travaillant. C'est pas tout le monde qui peut le faire, mais on peut l'écouter soit à la radio ou le regarder. Donc, c'est vraiment plaisant. Nous, on est là ici pour en parler, pour en discuter, pour parler de l'actualité du baseball majeur. Si vous avez des questions là, sur ce qu'on est en train de discuter ou des questions en général sur le baseball, n'hésitez pas, là, pour ceux qui nous écoutent en live présentement, à nous les poser, puis on va y répondre avec grand plaisir. Mais pour le moment, on s'en va à notre traditionnel bloc pour commencer le podcast sur les Blue Jays de Toronto. Cette semaine, chez les Blue Jays de Toronto, semaine un peu en deux temps. Ça s'est pas forcément bien passé du côté de New York. Disons qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Ça s'est un peu mieux passé une fois le retour à la maison du côté de Toronto contre les Mariners de Seattle, les Blue Jays qui ont gagné cette série-là. Mais Sébastien, ton préféré, John Schneider, a quand même réussi à faire parler de lui. Il fallait que je te lance sur cette question-là. J'avais pas le choix, le connaissant ton amour pour le personnage. Cette fois, c'est Cal Riley, qui n'est pas un habitué des confrontations. Là, on n'est pas habitué d'entendre Cal Riley chicaner avec les gens, qui a dit qu'il en voulait à John Schneider pour des propos qu'il a tenus l'an passé. Oui, est-ce que John Schneider en a déjà assez à gérer dans son équipe qui se dit, bon, mais je vais en rajouter, je vais y aller de certains commentaires sur certains joueurs dans d'autres formations pour mettre un petit peu d'huile sur le feu, étant donné que c'est très tranquille à Toronto, tout va bien, aussi bien en ajouter. C'est sûr que c'était l'an dernier, mais là, ça a des répercussions dès cette année. Cal Raleigh qui, on peut le dire, a remporté le dernier match face aux Blue Jays. C'est lui qui a fait le circuit gagnant. Donc, tu sais, des fois, là, nos déclarations vont nous revenir dans la face. Puis là, présentement, c'est le cas avec John Schneider. Je pense qu'il y a déjà assez de chats à fouetter à Toronto, entre autres avec son attaque. Les trois premiers frappeurs qui ne frappent pas pour 200 ou presque, à l'exception de Vladimir. Mais il devrait se concentrer sur son équipe parce que sinon, ben, ça pourrait aller très mal rapidement. Puis son emploi est en jeu. Pascal, toi, le dossier John Schneider, comment tu vois ça? On savait qu'il arrivait avec une situation super précaire en raison de tout ce qui s'est passé en 2023, spécialement lors du dernier match de la saison en séries éliminatoires avec le cas José Berrios. Là, arrive au camp sans avoir la plus grande des sécurités d'emploi. Comment tu évalues son début de saison? Est-ce que tu sais, c'est peut-être prématuré, mais est-ce que tu le vois persister durant la saison? Est-ce que tu penses que les Blue Jays auraient avantage à effectuer un certain changement? C'est quoi ta vision de la chose?
Ben, c'est sûr que si on prend les 5 gérants qui risquent de perdre leur emploi le plus rapidement, moi, je dirais que Schneider est peut-être dans le top 3. Là. Les Blue Jays vont être épiés en fonction de leur performance, comme toutes les équipes d'ailleurs, mais je veux dire, Schneider partait déjà la saison 2 prises contre lui. Puis pour revenir au cas Riley, les Blue Jays se sont fait sortir l'année d'avant en 2 matchs par les Mariners. Il y avait peut-être de la rancœur dans l'air. Puis, tu sais, quand on se fait poser des questions à chaque jour par les mêmes journalistes, on finit par avoir des réponses un peu qui sortent de l'ordinaire. Schneider l'a échappé, puis c'est pas contre un joueur vedette. Là. Il l'a pas échappé contre Juan Soto, il l'a pas échappé contre Aaron Judge. Puis en plus, corrigez-moi messieurs, mais je pense que Riley n'a pas 10 circuits en 17 matchs contre les Jays. C'est une affaire de fou. Oui, il y a une grosse fiche. Une très, très, très grosse fiche. Puis si Schneider avait fait cette déclaration-là cette année, moi, j'aurais dit qu'il veut faire diversion. Il veut amener les journalistes ailleurs que dans son vestiaire. Puis, mais ça s'est fait l'année passée. Ça fait que là, il y a une répercussion cette année. Première série contre les Mariners, bang, Riley lui fait ravaler ses paroles. Mais Riley le dit, je suis d'accord avec lui. Tout ce que tu peux dire peut revenir contre toi. Puis c'est revenu quand même assez rapidement. Là. Ben, c'est ça. L'équipe contre laquelle il y a le plus de circuits en carrière, c'est contre les Blue Jays. Puis là, Schneider s'en va dire que c'est un frappeur que si tu exécutes bien, il est facile à retirer. Donc, on exécute mal chez les Blue Jays, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Eric, ici, un commentaire qui nous dit qu'il lui a pas encore pardonné sa décision sur Berrios, là, qui est survenu l'an passé. Sylvain Laflamme qui nous dit que Schneider, c'est certainement un des pires coachs de la Ligue. C'est sûr qu'en ce moment, évidemment, le paraît pas super bien. Moi, Sébastien, ce qui m'intrigue aussi, c'est dans les commentaires, et, tu sais, oui, il l'a pris personnel, lui, pour ce qu'il lui avait dit, mais il a aussi dit, je connais bien des gars dans la Ligue qui l'aiment pas. On dirait que cette partie-là de la citation a peut-être passé un petit peu plus sous le radar, sous le silence, mais c'est quand même une déclaration importante. Tu sais, peut-être qu'il a dit juste ça pour se rendre intéressant, mais peut-être aussi, puis c'est très possible qu'il a dit ça parce que il sait de quoi il parle. Oui, c'est quand même dur à inventer comme déclaration. Là. C'est de un peu citer les autres joueurs du baseball majeur. Mais on le voit moins cette saison, je ne sais pas pour vous, mais dans les saisons précédentes, on voyait beaucoup Schneider jaser, verbaliser des choses à l'endroit des officiels, à l'endroit des joueurs adverses. Donc, je pense que ça vient un peu de là. Puis, si on se dit qu'il y a certains joueurs qui ne l'aiment pas à travers la MLB, on peut se demander la question aussi s'il y a certains joueurs à l'intérieur du vestiaire des Blue Jays qui peut-être ne l'apprécient pas comme gérant. Ça arrive dans toutes les formations, mais peut-être qu'on a un petit problème à l'interne aussi. Puis la question est bonne parce que, tu sais, on avait Eric tantôt qui nous disait qu'il n'a pas encore pardonné sa décision sur Berrios. Moi, ce qui m'intrigue aussi, c'est de savoir est-ce que Berrios lui a pardonné la décision sur Berrios? Tu sais, de la façon dont il lance, il est le lanceur numéro 1 présentement avec Kevin Gausman qui n'est pas encore exactement à 100%. Donc, c'est aussi, Pascal, là, tu sais, c'est un bon point là, sur lequel on pourrait faire du chemin de se dire à l'interne, ça a l'air de quoi la relation? Parce que je sais que John Schneider, il a dit qu'il a été voir des joueurs, il a été parler. Il y a beaucoup de joueurs qui, après explication, ont dit bon, OK, j'ai compris, on passe à d'autres choses. Mais jusqu'à quel point ils ont dit j'ai compris juste pour se débarrasser du problème, mais qu'au fond de leur tête, ça leur reste encore de dire ouais, peut-être que si on a un lanceur qui va bien, ça va tenter de le sortir pareil. Là, ça se peut, ça. Ben, c'est toujours un doute qui persiste, évidemment. Puis je compare la situation avec celle de Kevin Cash puis Blake Snell à Tampa Bay quand ça s'est passé en série. C'est Snell qui a pris la porte de sortie. Là. Cash est resté. Puis je considère que Cash a encore tout son vestiaire aujourd'hui. Donc, si l'équipe a eu à choisir entre les deux, ils ont clairement choisi l'entraîneur. Dans le cas de Schneider, s'il y a un conflit qui persiste toujours avec Berrios performe bien cette année. Puis de toute façon, ça doit servir d'élément de motivation. Ça ne doit pas servir d'élément où tu gardes rancœur durant des années et des années. Mais je parierais pas gros sur Schneider si l'équipe a à choisir entre les deux. Là, ça ne se passerait pas comme à Tampa Bay, c'est sûr. Surtout Non, si on compare les deux gérants. Si tu as le choix entre garder Kevin Cash ou Blake Snell, probablement que tu vas garder Kevin Cash. Exact. Si tu as le choix entre garder John Schneider ou un joueur avec lequel il y a un conflit, là, la décision devient plus difficile. Ce sera encore pire avec Gausman. Oui.
Puis un gars comme Berrios, tu sais, qui a un contrat pour quelques saisons encore. Il avait signé un contrat de 7 ans, là, vite comme ça. Je pense qu'il en est à la 3e année de son entente. Donc, il reste encore quelques années là, de succès à avoir à Toronto. On a quelques questions, les gars, sur les Blue Jays. On en a une par rapport au gérant. Donc, on va clore le dossier du gérant, puis on passera aux Blue Jays à plus large par la suite. Pascal, question de mon père. Qui nous dit que, selon lui, il est temps d'avoir un gérant d'expérience à la barre des Blue Jays. Il y a un gars qui s'appelle Don Mattingly qui est déjà dans ce dugout-là. Pas nécessairement la plus belle des fiches là, parfois à Los Angeles ou à Miami, mais ça reste que, comparé à John Schneider, la question peut quand même se poser. Est-ce que ça vaudrait la peine peut-être d'effectuer un certain changement? La question est clairement là, puis je suis persuadé que Ross Atkins la pose aussi. Ben, Mattingly, il a gagné dans le baseball majeur. Il a été un joueur étoile, un joueur vedette. Lui, c'est sûr qu'il a le respect d'un vestiaire. Là. Quand tu t'appelles Don Mattingly et que tu vois arriver des jeunes, des filiales, il y a un aura derrière ça. Il y a un aura autour de ça. Ça fait que c'est sûr que le candidat idéal pour remplacer Schneider, il est dans le vestiaire, il est sur le banc des Blue Jays actuellement. Puis, tu l'as dit, ça n'a pas été un coach qui a eu une grosse fiche quand il a été en charge des équipes. Par contre, il a ce qu'il faut. Puis s'il a une bonne équipe entre les mains, ben, il peut performer. Là. Je vais juste lancer un nom comme ça. On parle d'expérience, mais on ne s'attend pas à ce que Skip Schumaker revienne avec les Marlins l'an prochain. Est-ce que le timing pourrait être bon? Il a fait de l'excellent travail avec cette équipe-là. Est-ce que le timing pourrait être bon de finalement laisser partir Schneider puis aller chercher un gars comme Schumaker? Peut-être. Puis, Mattingly, c'est une autre option excellente aussi. Là. C'est sûr que si on commence à fouiller, il peut avoir des options intéressantes. Écoute, on pousse, je pense pas nécessairement que ça va arriver, mais Alex Cora va être agent libre à la fin de la saison. Il y a Joe Girardi qui existe, il y a Buck Showalter qui existe. Je sais pas jusqu'à quel point ils veulent aller jusque-là. Je me souviens qu'il y a quelques années, quand c'était encore Charlie Montoyo qui était à la barre de l'équipe, il y avait eu des rumeurs comme quoi que les Blue Jays pourraient être intéressés à faire une transaction pour aller chercher Bud Black au Colorado. Colorado qui va nulle part. Est-ce que c'est encore une possibilité qui est sur la table? C'est sûr qu'avec le carnet d'adresses qu'ont les dirigeants des Blue Jays de Toronto, s'ils veulent un gérant d'expérience, là, il peut avoir des idées. L'avantage de Girardi et Cora que tu as nommé, c'est qu'ils connaissent bien la division Est aussi. Oui, absolument. C'est vrai. C'est un bon point. Puis Bud Black aussi, que tu mentionnes, je pense qu'il est vraiment sous-évalué en raison des effectifs qu'il a sous la main, mais c'est un excellent gérant, mais il ne peut pas rien faire avec ce qu'il a présentement comme formation, puis dans les années précédentes aussi. Absolument. Commentaire de Guillaume ici que je te lance, Sébastien. Pensez-vous qu'avec la parité de la section des Jays, leur mauvais début de saison va déjà leur coûter une place en série? Présentement, là, pour ceux qui n'ont pas nécessairement un classement devant les yeux, les Yankees ont une fiche de 10-3. Les Orioles et les Red Sox s'affrontent présentement, une fiche de 7-4 à Baltimore, 7-5 à Boston. Les Rays ont une fiche de 7-6. Et les Blue Jays qui ont 4 matchs de retard sur la tête avec une fiche de 6-7, c'est la seule fiche en bas de 500. Donc, je leur pose la question, est-ce que leur mauvais début de saison va déjà leur coûter une place en série? Non, pour moi, il est beaucoup trop tôt. C'est une saison de baseball, c'est 162 matchs. On a plusieurs mois de baseball encore devant nous, donc il est beaucoup trop tôt. Il peut se passer tellement de choses. On le voit, il y a tellement de blessures dans la MLB présentement, les lanceurs qui tombent un après l'autre. Donc, ça pourrait être le cas de une ou plusieurs formations dans la section Est. Donc, il est encore très tôt, mais c'est sûr qu'il va falloir un moment donné que le vent change de côté et que l'attaque se réveille parce que présentement, c'est ça le problème. Messieurs, on a quelques questions qui sont en attente sur Vladimir Guerrero Jr. Ça tombe bien parce qu'on avait des trucs à dire sur Guerrero, donc on finira le bloc des Blue Jays avec lui. Mais Pascal, en attendant, moi j'ai une question à te lancer. Sur Alek Manoah, qui a connu un très mauvais départ dans les mineurs, une manche et 2 tiers de travail a accordé 6 points mérités, 7 points en tout. Ça n'a pas bien été pour lui contre des jeunes qui sont pas bien vieux là, quand tu joues dans le A. Ceci étant dit, c'est dit quand même satisfait de sa sortie parce que il ne visait pas nécessairement là, les performances en tant que telles. Il voulait voir comment son bras se sentait. Et il était content parce que la vélocité est au rendez-vous. Moi, ce que je retiens, c'est un, c'était satisfait de cette performance-là. C'est ordinaire. Mais deux,
de mettre l'emphase sur la vélocité, on dirait que ça revient à ces problèmes-là de dire que la vélocité présentement fait beaucoup parler en raison des blessures des lanceurs. Jusqu'à quel point tu penses que c'est énonciateur de dire ah ben je suis content au moins parce que je lançais fort, je lançais fort. Ils doivent, les lanceurs, se faire bourrer le crâne de lance fort, lance fort, lance fort là, pour que ça devienne un problème à ce niveau-là aussi. Là. Donc moi, je le vois en deux parties, cette déclaration-là de Manoa. Le côté évident de eh mon Dieu, tu peux pas être satisfait de ça, mais l'autre de se dire ouais, la vélocité, c'est peut-être un plus gros problème qu'on pensait aussi. Là. Ben, je vais vous ramener dans le passé. Un gars comme Greg Maddox, quand il lançait pour les Cubs puis pour les Braves d'Atlanta, c'était pas le lanceur qui lançait avec le plus de vélocité. Mais lui, ça lui prenait pas 200 lancés pour faire un match complet. Là. Puis Non, des matchs exact. complets, il en a fait. Fait que là, le baseball a tellement changé. Les lanceurs partants sont moins longtemps dans le match. Oui, ils veulent en profiter au maximum. Là, d'année en année, on annonce toujours ça va être un record de nombre de lancers au-delà de 100 000 $ cette année. Tu sais, c'est un peu rendu ridicule. Tu le dis, c'est un peu axé uniquement sur la vitesse des tirs, non pas sur la précision, non pas sur le fait de faire frapper les frappeurs sur des roulants. Si Manoah est satisfait de sa prestation qu'il a eue dans les mineurs, il est à peu près le seul à être satisfait. Puis c'est assez difficile pour un égo. Ça fait que j'imagine qu'il a voulu amener le propos ailleurs. Puis je vais comparer encore là à quelque chose du passé. Puis je dis pas que ça va arriver à Manoah, mais il y a un gars qui avait une grosse carrière devant lui qui s'appelait Rick Ankill à Saint-Louis, qui est un lanceur de puissance, qui est un lanceur de qualité. Puis à un moment donné, il l'a totalement échappé. Il n'était même pas capable de lancer au-dessus du marbre. Il lançait partout. Puis, il s'est fait tuer par un psychologue sportif. Ça n'a pas fonctionné. Les Cards n'ont pas démissionné. Ils en ont fait un voltigeur. Puis, dans ce temps-là, les frappeurs dans la nationale, les lanceurs dans la nationale frappaient encore. Ankill l'avantage qu'il avait, c'était un excellent frappeur. Il est devenu voltigeur. Il frappait des longues balles. Donc, il a quand même eu une belle carrière. Fait que quand tu es lanceur, tu as beaucoup de pression. Puis, à un moment donné, quand tu l'échappes, c'est beaucoup entre les deux oreilles. Ben, soit tu te reprends ou soit c'est la fin de ta carrière. Puis je souhaite pas ça à Manoah, mais il va falloir qu'il se reprenne en main, puis il ne faudra pas juste qu'il se fie sur la vélocité des tirs. Là. Sébastien, comment t'as pris ça, toi, les propos d'Alec Manoah? T'as-tu quelque chose à ajouter aux propos de Pascal, qui d'ailleurs, excellent commentaire là, à ce niveau-là? Il n'y a pas beaucoup de choses à rajouter, mais tu peux juste pas être satisfait d'une performance comme ça. Peu importe la vélocité de ta balle rapide, tu peux pas être satisfait. Puis, tu sais, durant son séjour dans le baseball majeur, c'était pas nécessairement la vélocité son problème. Il n'y a pas la balle rapide la plus puissante, mais quand ça s'est mis à mal aller, c'était son contrôle. Puis c'est encore le cas dans les mineurs contre des frappeurs que peut-être on verra jamais dans le baseball majeur. Donc, qu'est-ce que ça va être si jamais Manoah revient dans la MLB? Ça va arriver comme des ballons de plage, puis ça va être le même problème que quand il était avec les Blue Jays. Donc, tu peux juste pas être satisfait de ce qui vient de se passer. Là, on va voir, je pense qu'il lance samedi. On va voir comment ça se développe. Les Nationals au camp d'entraînement qui avaient fait écrire un panneau qui disait je me fous de la vitesse à laquelle tu lances ta quatrième balle. Tu sais, le contrôle est important, puis tu sais, je pense que ça va être un débat là, dans les prochaines semaines, les prochaines saisons. Les gars, avant de passer à Vladimir Guerrero, on a un commentaire ici sur YouTube de Derek Jefferson qui nous dit je ne parle même pas français, mais c'est toujours un bon moment de vous écouter parler du baseball. Merci Wow. d'être là, merci de nous écouter. C'est très, très, très apprécié. Merci à tous ceux, évidemment, là, qui sont là, qui nous écoutent, que ce soit en live ou que ce soit via le format podcast. Messieurs, avant de clore le bloc sur les Blue Jays, Vladimir Guerrero Jr., on a des commentaires ici. Sylvain qui nous dit salut les gars, je comprends les questionnements sur Schneider, mais c'est pas lui qui tient le bâton entre les mains, ce qui est très vrai. Je m'attendais à pas mal mieux de Vlad Jr., qui en plus en est à sa dernière année de contrat, je crois. Il sera agent libre pas à la fin de la saison, Sylvain, mais à la fin de la saison 2025, un peu comme Beau Bichette. Puis c'est là-dessus qu'on voulait aller un petit peu justement. C'est base de dire les commentaires de Guerrero qui dit ben, regarde, si c'est pas les Blue Jays qui me payent, ça va être une autre équipe. Premièrement, pour ça, ça va prendre des performances. Deuxièmement, c'est la première fois qu'il tient des propos comme ça. Parce que, tu sais, avant, il a dit oui, je veux que ce soit avec les Blue Jays idéalement, puis il a toujours dit qu'il voulait rester avec les Jays. C'est la première fois qu'il ouvre la porte quand même. Oui, puis ça démontre où est-ce que son focus se situe. Je pense que c'est un peu plus vers l'argent que vers les performances et la victoire. Je peux me tromper, mais c'est ce qu'il laisse paraître autant sur le terrain que dans ses déclarations à l'extérieur du terrain. Présentement, c'est le même Vladimir Guerrero que l'an dernier où ça allait plus ou moins bien.
s'élance sur de très mauvais lancers, veut mettre la balle de l'autre côté de la clôture et satisfait s'il frappe un circuit, même si la marque est 9-3 pour l'équipe adverse. Donc, on voit un petit peu les mêmes patterns que l'an dernier. Puis ça, c'est pas bon signe pour les Blue Jays. Puis c'est pas bon signe pour Vladimir lui-même non plus, parce que s'il veut être payé, il faut qu'il change un peu son approche autant au bâton qu'à l'extérieur du terrain. Pascal, on a un autre commentaire ici de Sylvain Laflamme. Cette fois, tantôt, c'était Lebel. Maintenant, c'est Laflamme qui nous parle du fait que Guerrero Junior fait juste des circuits en solo cette saison. C'est vrai que ça fait pas beaucoup de points produits. Est-il au bon rang des frappeurs? Je connais la réponse de Sébastien là-dessus, qui trouve ça incroyable que Guerrero frappe 2 et que Bo Bichette frappe 3. Est-ce que tu es du même avis que le collègue de Roy? Ben, moi, je le changerais. Je l'essayerais au moins. Là, les Jays sont derniers de leur division, marquent pas beaucoup de points. Ben, pour un match, 2 matchs, 3 matchs, tu essayes de changer le momentum. Donc oui, tu peux te permettre de changer ton deuxième et ton troisième frappeur. Je reviens sur les propos de Sébastien du fait que Vlad Junior se lance sur des mauvais tirs. Les mauvaises langues diront son père s'était lancé pas mal toute sa carrière sur des mauvais tirs, puis il est au Hall of Fame. Mais ceci étant dit, je reviens sur la notion d'arbitrage aussi. Quand les Jays et Vladimir sont allés en arbitrage, tout le monde a dit que ça va laisser des traces. Je pense que ça commence à laisser des traces. Puis c'est là que tu vois que la distance commence à se prendre entre Vladimir et les Jays, puis c'est vraiment pas bon signe. Puis c'est pas des propos d'un joueur nécessairement qui veut passer sa carrière dans la même équipe comme d'autres joueurs l'ont fait dans le passé. Puis c'est pas une bonne route pour se rendre au Hall of Fame non plus. Là. Moi, je pense qu'il est sur le point d'engager Scott Boras. Probablement. Il va avoir de la place dans son carnet, en tout cas. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. Fait que regarde, si Vladimir Guerrero Junior veut aller voir ce qui se passe ailleurs dans la MLB, ben Sébastien, allons-y nous aussi. Allons, pardon, à notre bloc ailleurs dans la MLB. Ailleurs dans la MLB, Shohei Ohtani se faisait tranquille dans les dernières semaines. On dirait que le scandale de ce qui s'était passé avec son interprète IP, ça commençait à s'estomper un peu. Et là, finalement, Pascal, on a des nouvelles un petit peu de ce dossier-là. On apprend que IP est en train de se négocier un plaidoyer de culpabilité par rapport au fait qu'il a volé de l'argent à Shohei Ohtani pour le donner à un bookie pour ses pertes d'argent au niveau là, du gambling. Et là, ce qu'on apprend, c'est que on pensait que c'était 4,5 millions de dollars qu'on avait enlevé du portefeuille de Shohei Ohtani. Ça tournerait plus alentour de 16 millions de dollars. Pas le même budget de gambling qu'on pensait. C'est un moyen budget quand même, le 16 millions de dollars. Puis il aurait perdu 40 millions, c'est ça? Oui, oui. Ben, moi, le premier commentaire que j'ai par rapport à ça, ma première réaction, comment un interprète peut prendre autant de place dans la vie d'un athlète? Est-ce que Shohei Ohtani est totalement déconnecté de la planète Terre? Est-ce qu'il faisait totalement confiance à cet interprète-là? Bon, on peut comprendre que oui. Comment un interprète peut avoir accès à un compte de banque d'un athlète? Il n'y a pas quelqu'un d'autre d'impliqué dans le clan Ohtani. Sauvez-le quelqu'un parce que sinon, sa carrière ne sera pas longue. Puis là, en plus, il y a l'État de la Californie, la ville de Los Angeles qui vont en vouloir à son portefeuille bientôt. Ça fait que ça ne va pas bien pour Shohei. Là. Il y a eu les yeux de la planète rivés sur lui au cours des derniers mois, mais là, il les a encore, mais pas pour les bonnes raisons. C'est vraiment dommage. Non, absolument, c'est vraiment quelque chose. Puis tu sais, tu mentionnais justement le 40 millions de dollars comme ça en perte. Sébastien, il aurait perdu, il paye 180 millions de dollars et il aurait fait 140 avec les paris. C'est des gros montants pour, on le rappelle, en Californie, les paris sont illégaux contrairement à ce qui se passe au Canada et contrairement à ce qui se passe à près d'une quarantaine d'États en sol américain. C'est gros comme situation. On comprend, ceci étant dit, de plus en plus que Shohei Ohtani a vraiment été la victime dans ce dossier-là. C'est une chose de l'entendre dire dans un texte qui a été écrit d'avance puis qu'il y avait juste à lire. C'en est une autre quand il y a une enquête fédérale et que c'est ces conclusions-là qui sortent dans le public. Là. Donc, Shohei Ohtani qui n'aura pas le traitement Pete Rose. Là. Non, probablement pas. Mais moi, ce que je me demande, c'est elle vient d'où cet argent-là? C'est incroyable d'être capable de miser toute
ce montant d'argent-là. C'est Ouais. hallucinant, toute cette histoire-là. J'en reviens pas encore. Puis, comme Pascal l'a mentionné, moi, c'est sûr qu'il n'y aura pas le traitement Pete Roche ou Otani. Mais moi, s'il manque 16 dans mon compte en banque, je vais le savoir. Lui, il a un trou de 16 millions de dollars dans son compte bancaire, puis il n'était pas au courant. Il n'y a personne qui était au courant. Il l'a appris en même temps que tout le monde dans le vestiaire des Dodgers. Donc, ça, c'est plus dur à croire. Est-ce qu'il était impliqué? Probablement pas, mais il ne faudrait pas nous prendre pour des imbéciles non plus, dans le sens que probablement qu'il était au courant, puis est-ce qu'il l'a aidé, est-ce qu'il l'a financé? Ça restera à voir, mais c'est complètement incroyable, cette histoire-là. Mais ça veut dire qu'il parlait 3 langues. Il parlait le japonais, il parlait l'anglais, puis il parlait la langue de l'argent aussi. Là. Je pense qu'il parlait la langue du baseball aussi. Moi, je montrerais jusqu'à 4. Il est polyglotte. Sylvain, qui est dans le même esprit que toi, le Sébastien, qui dit, comme un grand sage a déjà dit, je m'apercevrais certainement si quelqu'un prenait 20 dans mon compte à mon insu. Là, on parle de 16 millions de dollars, là, c'est quand même un autre projet. J'ai hâte de voir ce qui l'attend. Ceci étant dit, Pascal a quand même un bon début de saison sur le terrain, donc pour l'instant, ça ne semble pas forcément l'affecter. Ben, tant mieux. Tant mieux pour lui, tant mieux pour les Dodgers, tant mieux pour les amateurs de baseball parce que c'est pas une situation qui est facile nécessairement. Puis le fait qu'il reste concentré sur le baseball, ça veut dire qu'il y a un focus incroyable. C'est un joueur talentueux, on le sait. Ça, on ne peut pas lui enlever. Mais ce qui lui arrive actuellement, ça découragerait les plus forts. Donc, lui, s'il reste aussi concentré, aussi performant, ben, c'est tout en son honneur. Sébastien, on avait prévu là, peut-être jaser un petit peu là, des lanceurs qui se blessent, tu sais, des grosses blessures des lanceurs. Il y en a eu encore plusieurs là, dans les derniers jours. Il y a Guillaume qui nous a envoyé un petit commentaire tantôt, puis je trouvais ça important de le remettre. Euh, Est-ce que la solution aux blessures des lanceurs, ça pourrait passer par des rotations à 6 lanceurs? Parce qu'on dirait qu'il y a plusieurs aspects dans ce dossier-là. Autant il y a le baseball majeur qui veut sur le clou du fait que les lanceurs, il faut qu'ils durent un petit peu plus longtemps, puis on ne veut pas nécessairement avoir des openers. Est-ce que ça pourrait passer par une rotation à 6 lanceurs par temps? Est-ce que ça aiderait pas les lanceurs à lancer un petit peu plus loin dans les matchs, à récupérer un petit peu plus facilement aussi? Tu sais, comment tu vois ça? Parce qu'au Japon, c'est 6 lanceurs que ça fonctionne. Oui, certainement que ça peut aider. Il faudrait ajuster les alignements, là, les rosters pour ajouter un joueur, parce qu'il ne faudrait pas nécessairement enlever un releveur, parce que peut-être qu'on là, on va déplacer le problème. On le sait, il y a des releveurs qui lancent très fort. Donc, tu sais, là, ça serait peut-être un problème dans l'enclos de relève, mais oui, c'est une possibilité. Tu sais, il n'y a pas une chose qui explique que les lanceurs présentement se blessent plus que par le passé. C'est un ensemble de choses. Je suis convaincu que le cadran en fait partie. Tu sais, la moyenne de la balle rapide je pense que c'est depuis 2015, elle se situait dans les 93 000 à l'heure. Donc, ça n'a pas beaucoup évolué. Et pourtant, dans les dernières années, on voit beaucoup plus de blessures. Donc, pour moi, le cadran a une incidence. Puis, on en parlait tantôt. Tu sais, les dépisteurs, les recruteurs se concentrent tellement sur les lanceurs qui lancent fort, même à partir du niveau secondaire, que ça aussi, ça a un impact. On parlait de Manoa, mais on ne s'attarde même pas au contrôle, on s'attarde à la vitesse de la balle rapide. Donc, ça aussi, ça en fait partie. Mais c'est un ensemble de facteurs, puis il va falloir s'y pencher parce que pour l'amateur de baseball, pour les formations du baseball majeur, c'est pas agréable. Là. On perd nos meilleurs lanceurs. Là, on se retrouve avec des joueurs de profondeur au monticule. Donc, c'est pas la situation idéale. Puis, tu sais, Pascal, vite de même, c'est dur de trouver une solution parce que t'as beau, mettons, dire, hey, on enlève la limite de 13 lanceurs au sein d'une formation. Fait que, tu sais, comme ça, tu peux avoir plus de partants. Mais si tu augmentes la limite, là, ben, il va juste avoir plus de releveurs. Puis les gérants, ils vont se dire, ben, écoute, j'ai tellement un gros enclos que je peux enlever mon partant en 5e au lieu de le faire en 6e manche. Fait on dirait qu'il n'y en a pas de solution parfaite. Ben, exactement. Si le baseball majeur veut que les lanceurs partants restent plus longtemps dans les matchs, ben, au contraire, les gérants vont travailler dans le sens inverse. Puis les lanceurs partants vont faire 4 manches. Puis là, on va aller avec un comité de releveurs qui va être très, très, très structuré. Puis peut-être que ça va être hyper efficace en bout de piste. Mais pour le spectacle, on pourra repasser. Tu sais, un match où il passe 2 lanceurs risque plus d'être excitant que quand il en passe 7, là, évidemment. Ouais, on s'entend là-dessus. Danny Caron, ancien collègue chez Passion MLB, qui nous sort une de ses bonnes blagues comme il est capable de le faire.
On parle du 16 millions de dollars qu'Otani se serait fait voler, mais on parle pas du 140 que Javier Baez est en train de voler aux Tigers de Détroit. Si Pas je ne me beaucoup trompe pas, il y de... a un OPS de 323. Il faut le faire, là. Oh! C'est Ouais, moyenne de ouais, distance, ça. ouais, ouais. Tu voudrais faire ça, tu ne serais pas capable, je pense. Non, c'est quand même assez difficile. Tu sais, l'an passé, il y avait une option de sortie pour ces 4 dernières années. Pas beaucoup de suspension. On le savait Non, qu'il resterait dans son contrat. Il n'y a personne qui y offrirait proche de ça aujourd'hui là, avec ce qu'il est en train de faire. Euh, les gars, on voulait glisser un mot sur les divisions centrales qui sont quand même assez serrées. Pascal, je regarde ça en date de jeudi soir dans la centrale de la nationale. Les Pirates de Pittsburgh, une fiche de 9-3. Les Brewers à un demi-match, une fiche de 8-3. Les Pirates, au moment où je dis ça, là, sont en train de jouer, donc gagneront ou ne gagneront pas là, contre les Phillies. Les Cubs de Chicago, 7-5. Les Reds, 6-6. Et les Cardinals avec une fiche de 6-7. Il y a 3 matchs et demi qui séparent toutes ces équipes-là. Il n'y a rien de joué là-dedans. Là. Les Cardinals de Saint-Louis sont derniers présentement, mais ce n'est pas le même dernier que les Aces d'Oakland l'an passé, mettons. Ben, c'est exactement l'inverse du classement de la centrale que j'ai prédit en début de saison. Donc, je suis fier de pouvoir revoir mon journal à l'envers. Mais il n'empêche que, Sébastien, quand tu as fait tes portraits de prédiction de division en début de saison, je pense que dans les deux cas, tu as dit que c'est des divisions à prendre. Puis, c'est le cas. Je veux dire, j'enlève rien aux Pirates de notre ami Sylvain Lebel, mais n'empêche que je ne pense pas que les Pirates finissent premiers. Même à 9-3 avec un excellent début de saison, moi, je voyais un retour des Cards. Je voyais les Reds comme vous deviez voir les Reds. Je voyais même les Cubs aussi batailler. Donc, ces trois équipes-là qui sont dans les trois positions de queue devront rehausser leur jeu d'un cran. Puis, les Pirates, ben, normalement, devraient reprendre leur place. Puis les Brewers, moi, c'est l'énigme. Où les Brewers vont se situer au milieu de la saison, à la période des transactions, ben ça, c'est un point d'interrogation. On a perdu quand même des éléments importants, mais ils peuvent causer une surprise puis finir deuxième ou finir premier même. Ça fait que c'est bien embêtant, puis c'est une division qui est totalement à prendre, là, peu importe que les Pirates soient 9-3. Là. On verra ce que ça va donner, mais tu as raison, les Brewers, là, ils peuvent aussi bien avec les éléments qu'ils ont, avec Willie Adams, avec Chris Hoskins, c'est deux beaux éléments qui peuvent être vendus, puis c'est dans la culture de l'équipe d'essayer de maximiser ces actifs-là. Donc, ce ne serait pas étonnant, en effet. Danny qui nous revient avec une superbe blague de Javier Baez. Il est passé de El Mago, son surnom le magicien, à soutirer El Mago. Félicitations, Danny. Ça, c'est du grand Danny Carr. Sylvain qui t'a répondu, Pascal, qui dit que les Pirates sont devenus son équipe chouchou. Puis on voulait justement glisser un petit mot, le Sébastien, sur les Pirates. Le fait de voir que David Bednar a un mauvais début de saison, il s'est fait huer à Pittsburgh, ce qui n'est pas dans la culture de Pittsburgh. Là. D'habitude, c'est à Philadelphie, c'est à New York, c'est dans ces endroits-là qu'on eu, pas à Cleveland, pas à Pittsburgh, pas dans des plus petits endroits. Ils l'ont fait pour un gars de la place. David Bednar est un gars de Pittsburgh. Et Roddy Tellez, en conférence de presse après le match, qui s'est pointé devant les journalistes, qui a pris David Bednar par les épaules, puis qui a dit Hey, j'ai un message aux partisans, on fait pas ça ici. C'est notre All-Star, c'est un excellent releveur. Oui, il doit se relever. Non, il n'affiche pas les performances qu'il faut, mais restez avec nous, puis on va remonter, puis ça va être le fun, puis on a une belle équipe. C'est du gros leadership pour un gars qui vient d'arriver quand même. Hein. Ouais. Puis ça a été bien perçu. Tu sais, je lisais les commentaires, puis il n'y a personne qui a dit Hey, Roddy, il vient d'arriver, puis il nous dit quoi faire. Non, non, tout le monde a dit Ouais, il a raison. Bravo. Fait que Roddy Tellez, bravo là, pour ses propos, franchement. Oui, un gros bravo, un très beau geste. Puis, tu sais, ça va rassembler dans ce vestiaire-là, ça, il n'y a aucun doute. On ne sait pas jusqu'où ça va mener. Mais là, présentement, il faut que les partisans des Pirates profitent du moment. Tu sais, c'est pas le temps de huer David Bednar. C'est pas comme si le gars faisait exprès pour saboter des matchs. Bednar, il revient d'une blessure. Présentement, ça ne va pas bien. Il cherche, il essaie de trouver des solutions. Il y a un peu moins de contrôle sur sa balle à effet. Présentement, ça ne fonctionne pas, mais ça peut arriver à tous les lanceurs. Comme je le disais, il revient d'une blessure, donc il faut lui laisser le temps. Mais pour les partisans aussi, il faut qu'il lui laisse le temps. Il faut qu'il profite des moments. Les Pirates sont premiers dans leur division, sont deuxièmes dans la nationale, tout va bien. Donc, ce n'est pas le temps de se mettre sur le dos d'un lanceur parce qu'on sait que la confiance est importante. Puis surtout que ce n'est pas un gars qui est en train de se traîner les bottines, c'est un gars qui essaie de s'en sortir présentement.
On parle de leadership. Roddy Tellez, il n'était pas à Toronto, lui. Ouh, ça fait Il mal, était. ça. Il a été échangé pour faire de la place à qui, non? Ouais. On a un commentaire, les gars, ici, de Guillaume qui nous dit merci les boys de rendre son heure de route au travail plus agréable chaque semaine. Lâchez pas votre excellent travail. Merci des bons mots. Merci de nous écouter aussi, là, à tous ceux qui nous écoutent. Là, c'est super apprécié. Puis on est content de voir qu'il y a de la bonne rétroaction comme ça. Donc, ça fait très plaisir. Messieurs, on parlait des deux divisions centrales qui sont prenables. Passons du côté de l'américaine. Les Twins du Minnesota que tout le monde couronnait dans cette division-là ont présentement une fiche de 4-6, sont à 4 matchs des Guardians de Cleveland, que bien des gens, si je ne me trompe pas, vous voyez finir au deuxième rang de cette division-là. Ça aussi, c'est une division qui est prenable. Ça va passer par des plus grandes performances d'un peu tout le monde. Puis à ce niveau-là, Pascal, Édouard Julien qui s'est levé lors du match de mercredi, 2 circuits a conduit les siens vers la victoire. Grosse performance, 2 circuits au champ opposé d'ailleurs, Édouard Julien. Ben, 2 circuits dans le même match dans les majeurs, on s'entend que c'est quelque chose. Oui. On n'avait pas entendu parler beaucoup d'Edouard, puis on n'avait pas entendu parler beaucoup des Twins, tout simplement, là, depuis le début de la saison. Là, ce qui se passe dans cette division-là, tu as parlé des Guardians, les Royals de Kansas City qui sont 8-4, je crois. Qui ont un excellent début de saison, malgré qu'il y a certains joueurs qui peuvent décevoir au sein de l'alignement. Mais Édouard Julien, on le savait que son poste était quasi assuré en début de saison. On savait qu'elle allait être une pièce importante. On a échangé Polenko à Seattle, donc on lui a fait de la place. Puis c'est une question de temps avant qu'Edouard puisse performer là, à la hauteur de son talent. Mais 2 circuits, c'est quand même surprenant. Chapeau. Sébastien, cette division-là, comment tu la vois? Bien, c'est sûr qu'elle est très prenable. Là, présentement, ça ne va pas très bien pour les Twins, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se relever. Il est encore très tôt, comme on le mentionnait tantôt. Puis oui, ça va passer par des performances d'Édouard Julien. Puis on le voit, là, il est en train de prendre sa place. Il est en train de commencer à frapper contre les lanceurs gauchers. Donc, ça, c'est une très bonne chose. S'il peut se mettre à frapper contre les gauchers, il va avoir un poste régulier, va améliorer son jeu en défensive. Donc, il n'y aura plus de raison pour le gérant Baldelli de le mettre sur le banc contre les lanceurs gauchers. Ça va devenir le joueur régulier de deuxième coussin. Donc, ça augure bien pour Édouard Julien présentement. Comme tu l'as dit tantôt, Charles, il frappe la balle au champ opposé. Ça montre à quel point c'est un excellent frappeur. Quand John Heyman disait qu'il pouvait être champion frappeur, c'était pas fou de le penser. Il a tellement un bon œil au bâton et est capable de laisser la balle rentrer dans la zone des prises pour la pousser au champ opposé. Donc, s'il continue à faire ça sur une base régulière, mais probablement que et Édouard Julien va avoir son poste de régulier et les Twins du Minnesota vont monter au classement de cette division-là. On a des commentaires de Pierre-Luc, Julien Maheu ici. Witt, quel joueur? 2 circuits encore aujourd'hui. Et Pierre-Luc qui nous parle aussi des Royals de qui tu parlais, Pascal, qui ont présentement une fiche de 9-4 qui sont à un demi-match des Gardens dans la division. Il y a des beaux joueurs là, dans cette équipe-là. Le Bobby Witt Jr., justement, en est un. Je ne sais pas si vous avez vu le beau jeu aussi qu'il a fait en défensive. Il a vraiment joué. Ça a été le cirque. Il a passé en dessous d'un joueur, du joueur de deuxième coussin pour lancer la balle. Le joueur qui a sauté par-dessus parce qu'il allait avoir une collision, réussisse à faire le retrait au premier coussin. Donc, non, c'est une belle équipe, les Royals, qui ont connu une belle saison morte et qui font les choses de la bonne façon là, depuis quelques mois. Donc, tant mieux pour cette équipe-là qui s'enligne pour avoir un nouveau stade et qui performe là, très, très bien. Puis il y a les Tigers de Détroit aussi qui font quand même bien là, dans les circonstances. Oui, absolument. Ça ralentit un petit peu, mais une fiche de 7-4 là, pour les Tigers. On n'avait pas ça dans notre manche, là, donc tant mieux là, s'ils peuvent continuer de se relever. On parlait de bons jeunes dans le baseball majeur, messieurs. Y a-t-il un plus beau jeune que Jackson Holliday qui a finalement fait ses débuts, finalement été rappelé mercredi pour le match contre les Red Sox de Boston? Il a joué au deuxième but. On lui a pas mis beaucoup de pression, Pascal, parce qu'on l'a inséré au 9e rang de l'ordre offensif, mais avec l'alignement que les Orioles ont, ils ont les moyens de ne pas le faire frapper premier tout de suite. Puis tu sais quoi? Si à un moment donné, il frappe comme un gars qui doit frapper premier ou deuxième, il y a juste trop en conséquence, puis il n'y en aura pas de problème. Ben, il n'y aura pas un gros chemin à faire. De 9 à 1, ben, tu passes à l'inverse, puis tu tombes Exact. premier. Mais n'empêche que, oui, ils ont facilité son arrivée dans les majeurs. Il a quand même produit un point là, dans le match d'hier, malgré qu'il n'a pas obtenu de coup sûr.
C'était une question de temps. On se demande encore pourquoi les Orioles ne l'ont pas inclus dans l'alignement tout de suite. Je ne sais pas, je pose la question, je vous la pose à vous deux, messieurs. Si les Orioles avaient été 10-3 à la place des Yankees, est-ce qu'ils auraient rappelé Holiday? Est-ce qu'ils auraient pris encore plus leur temps? Malgré que ce n'est pas par manque d'attaque. Les Orioles ont marqué le même nombre de points que les Yankees, 61. Donc, je ne sais pas, c'était pour faire durer le suspense, je présume. Là. Ben, c'est sûr que peut-être ça a mis une petite pression parce qu'il faut rattraper les Yankees. Mais moi aussi, je pense qu'il aurait dû être là au premier match. Au match d'ouverture, Jackson Holiday aurait dû être dans la formation partante des Orioles. Mais tu sais, c'est pas une catastrophe non plus. Là. Puis c'est parfait qu'il frappe au 9e rang. Je vais juste vous donner l'exemple d'Anthony Volpe l'an dernier qui a connu une saison très difficile. Mais à un certain moment, il frappait très haut dans l'alignement puis il avait peut-être un peu trop de pression et il s'en mettait sur les épaules. On avait quelques blessés, donc Jackson Holiday est de loin supérieur, mais ce n'est pas nécessairement le temps de lui mettre cette pression-là. Il va avoir en masse de temps dans les prochaines années pour tirer cette équipe-là vers le haut. Mais c'est une arrivée parfaite pour lui, là, même si ça ne s'est pas nécessairement bien passé hier. Mais tranquillement, il va prendre son air d'aller dans le baseball majeur. On a Sylvain aussi qui nous demande est-ce qu'il est toujours à la recherche de son premier coup sûr? Il n'y en a pas eu hier, Sylvain, puis au moment où on se parle, je regarde là, sur le site de la MLB parce que je ne suis pas devant le match, là, parce qu'on enregistre évidemment là, au moment de ce match-là. 2 apparitions au bâton, il n'y a pas de coup sûr, donc oui, il est toujours à la recherche de son premier coup sûr. C'est fini, on le retourne des mineurs. C'est terminé. Terminé. Pascal, on l'a vu d'ailleurs là, prendre le numéro 7 de Cal Ripken Senior avec l'autorisation évidemment de la famille. Parce que quand on a vu le numéro 7, il y en a qui se sont dit ah ouais, il prend le numéro de senior. Puis tout de suite, Billy Ripken qui est allé à la télévision pour dire non, on en a parlé, c'est parfait, on lui souhaite bonne chance. Cal Ripken Jr. qui est débarqué sur Twitter en disant il y a notre autorisation, il va rendre le numéro 7 fier. Ça faisait longtemps que le numéro 7 n'avait pas été utilisé à Baltimore. Je pense pas qu'il y avait un meilleur choix que ce numéro-là, qui est d'ailleurs aussi le numéro que son père avait à Saint-Louis et à sa dernière année à Denver. Là. Donc, c'est pas un numéro choisi par hasard non plus. Non, c'est très symbolique. Hein? Puis les Ripkens ont été associés à l'histoire des Orioles depuis plusieurs générations. Donc, de voir arriver un joueur de concession comme ça, ben oui, tu lui ouvres les portes. Puis ça aurait été plus surprenant qu'il prenne le numéro 8, évidemment, là, qui n'est pas disponible. Mais n'empêche, c'est très, très, très symbolique. Puis je pense que c'est signe d'une bonne collaboration entre l'équipe, la famille Ripken, la famille Holiday. Donc, tout est parfait. Sébastien, je voulais te lancer sur un petit bout d'actualité qui est survenu jeudi, aujourd'hui en fait. Ce sera le dernier point qu'on couvrira avant de passer à la période de questions. Donc, s'il y en a qui ont des questions pour nous, je vois déjà une question là, sur les Astros qui est en attente. N'hésitez pas à venir nous les poser là, dans les prochaines minutes. Mais en attendant, il faut se parler de Jordan Montgomery. Qui recherchait un contrat à long terme, comme plusieurs de ses collègues sous la tutelle de Scott Boras. Mais comparé à Matt Chapman, comparé à Cody Bellinger, comparé à Blake Snell, on disait que Montgomery, c'est celui peut-être qui recherchait le plus des 4 un contrat à long terme. On peut le comprendre, un petit peu plus âgé, a connu la saison de sa carrière, n'était pas rattaché à une offre qualificative. Et là, finalement, signe un plus petit contrat avec les Diamondbacks de l'Arizona et congédie Scott Boras. Ah, j'ai failli pas être là au podcast. J'étais trop attristé par cette nouvelle-là. Mais Lundi, tu étais parti sur une brosse. ça aurait pu aussi. Non, mais plus sérieusement, ça fait juste montrer à quel point le plan de Scott Boras ne fonctionne pas. De prendre des lanceurs qui connaissent la meilleure saison de leur carrière, qui remportent un trophée Cy Young, puis miser sur une saison où ils devraient faire mieux parce qu'ils ont signé seulement à court terme, ça ne fait pas vraiment de sens, même si le montant annuel est plus élevé. Présentement, ça ne fonctionne pas, puis ce n'est pas nécessairement ce que les joueurs recherchent. Ce n'est pas de jeunes joueurs, c'est des joueurs un peu plus âgés. On recherche de la stabilité. On va avoir un contrat à long terme. On ne sait pas si on va se blesser. Imaginez-vous si Blake Snell ne termine pas la saison cette année. Quel contrat il va signer l'an prochain? Aucune idée. Donc, ça n'a pas été une saison morte fructueuse pour Scott Boras. Puis Pascal, moi, ce que je me demande, c'est, on sait que Jordan Montgomery n'a pas aimé ça être un agent libre. Ça a été compliqué. Il voulait revenir au Texas. Le club n'avait pas nécessairement l'argent, ou du moins, il ne voulait pas sortir l'argent avec ce qui s'est passé avec le contrat de télé là-bas.
Est-ce que tu penses que Scott Boras, qui est allergique à signer un contrat avant d'arriver sur le marché de l'autonomie, maintenant qu'il n'y a plus cet agent-là dans les pattes, si lui aime ça en Arizona, penses-tu que c'est impossible qu'ils se disent, ben, si on a l'argent pour le signer, on va t'éviter de retourner sur le marché de l'autonomie, puis on va te donner le contrat que tu veux? Penses-tu que c'est une possibilité là-bas? Ou on va l'échanger à la période de limite des transactions, comme c'est le cas pour Montgomery depuis quelques années. Mais écoute, qui n'aimerait pas vivre en Arizona? Qui n'aimerait pas jouer avec les Diamondbacks en ce moment? Parce que si on s'était parlé de ça il y a 5 ans ou il y a 10 ans, on se serait dit, ouais, c'est plus difficile. Mais moi, j'ai comme l'impression que d'aller chercher un autre agent, d'avoir un nouveau minding, d'être au bon moment, à la bonne place au bon moment, ben oui, on va essayer possiblement de signer avant l'autonomie. Puis il est à la bonne place, Montgomery. Là. Je pense qu'il peut faire une différence dans cette équipe-là. Puis les Diamondbacks vont être bons encore pour quelques années minimum. Fait qu'il peut faire une différence. C'est un lanceur d'expérience, c'est un lanceur qui est quand même dominant à ses heures. Puis il s'est débarrassé de son problème. Puis Boras, là, je pense qu'il a étiré l'élastique beaucoup. Hein. Quand tu te considères plus gros que ton sport, quand tu te considères plus gros que tes clients, ben, à un moment donné, tes stratégies fonctionnent moins bien. Puis les directeurs généraux au sein des équipes, ben, c'est des gens qui se parlent aussi. Là. Oui, puis ils le savent. Puis tu sais, moi, je prends justement le propriétaire des Cubs. Avant de signer Cody Bellinger, il avait dit, écoute, on la connaît, là, la stratégie là, de Scott Boras. Au lieu d'appeler le DG, il appelle le propriétaire. Moi, je parle pas à Scott Boras. S'il veut signer un de mes clients, qui appelle mon DG. J'ai un homme qui est en place pour ça, puis c'est lui qui est appelé. Donc, oui, j'ai l'impression que son jeu est un peu à découvert. Ceci étant dit, l'an prochain, il va avoir Juan Soto, il va avoir plein de contrats. Il va probablement connaître un hiver d'1 milliard de dollars, puis il va pouvoir se relancer, se faire confiance avec ça. Donc, jusqu'à quel point il va maximiser les contrats de ses clients, je ne le sais pas, mais je pense qu'il va avoir du fun l'hiver prochain là, pour le meilleur ou pour le pire. J'espère juste que Juan Soto ne va pas signer le 1er avril 2025. Là. C'est pas impossible. Non, c'est pas impossible. C'est ça le pire. Ben, tu sais, Bryce Harper avait signé en mars, si je ne me trompe pas, puis Manny Machado à la fin du mois de février. Fait il est capable de faire patienter les grosses. Oui. Passons, Sébastien, là, si tu le veux bien, à la période de questions. Période de questions, donc on en a déjà quelques-unes qui sont en attente comme ça. Allons-y avec une question de mon père. Sébastien, je te la lance. Les Astros qui sont 4-10, je vais compléter la question. Avais-tu ça sur ta carte de bingo? Du tout, du tout. Puis je pense qu'il mériterait un meilleur sort que 4-10. Il y a certains matchs qu'on aurait pu gagner. Mais les blessures, ça fait mal. Hein? Les blessures, surtout dans la rotation partante, ça commence à apparaître. Puis c'est pas nécessairement une jeune formation non plus. Je pense pas que ça soit inquiétant présentement, mais ça pourrait être difficile à remonter si ça se poursuit parce que, oui, on va avoir des joueurs qui vont revenir, mais est-ce qu'ils vont être dans la forme du début de saison? Et là, on va être rendu plus loin au cours de la campagne. Donc, il ne faudrait pas que ça s'étire trop longtemps, mais je pense que c'est une bien meilleure formation qu'une fiche de 4-10. Mais là, c'est les Angels, je pense, qui sont en train de réchauffer leur place au classement. Nous. Les Angels sont deuxième actuellement, ça fait que. Ouais, ça risque de changer. C'est juste en attendant. Oui, c'est ça. Les Angels qui ont une je fiche de 6. Je suis pas fier de moi parce que dans mon pool de baseball, on prend des joueurs et une équipe. Et je suis fier de dire que j'ai pris les Astros, mais ça va se replacer. Là. OK, je pensais qu'elle allait me dire j'ai pris les Angels. Là. Ça, j'aurais Non. J'aurais questionné ta place au micro. Là. Mais je pense qu'on ne te réinviterait plus jamais. Là. Non, jamais. Cas, là, non. Vous allez me bannir et me renier. Oui. Danny qui nous parle des White Sox. Il est curieux d'avoir notre avis suite aux blessures des Jimenez, des Roberts, des Moncada. Il y a beaucoup de joueurs, c'est vrai, qui se sont blessés du côté de Chicago. Fiche de 2-10 depuis le début de la saison. Je trouve qu'on a beaucoup mis l'emphase sur les mauvais débuts de saison, sur les Marlins, parce qu'ils avaient commencé 0-9, si je ne me trompe pas. Puis quand tu n'as pas de victoire, ça frappe toujours plus l'imaginaire. Mais les White Sox de Chicago, on s'attendait à une mauvaise saison, Pascal, et nous voilà servis. Ah, ça ne sera pas chic encore pour quelques saisons, je pense. Hein? Non. Parce qu'on dirait que cette équipe-là n'a pas d'âme, n'a pas de.
n'a pas de direction. Sont un peu moribonds. Puis, c'est depuis quelques années déjà, là, parce que cette équipe-là a déjà été très bonne au sein d'une division qui était à leur portée. Mais je pense on va remplacer les Tigers, on va remplacer les Royals dans la cave du classement pour quelques saisons, là. Les partisans des White Sox doivent s'armer de patience. C'était déjà complètement. fini. Avant le début de la saison, c'était déjà fini. Mais là, en Ouais. plus, avec les blessures, ça va être très difficile. C'est surprenant, là, les White Sox, ça s'en allait comme ça. C'était sur une pente ascendante. On voyait la progression d'une année à l'autre. C'est sûr qu'on avait des blessés, mais depuis quelques années, là, c'est la catastrophe. Puis, on ne voit pas vraiment la lumière au bout du tunnel pour l'instant. On dirait que le passage de Tony La Russa a comme changé la donne passablement, là. Oui, absolument. Ça n'a pas aidé. Ça a vraiment assombri l'équipe. Moi, je persiste et signe. Si AJ Hinch avait eu le choix entre les White Sox et les Tigers, je ne vois pas un monde dans lequel il aurait choisi les Tigers de Détroit. D'après moi, il serait allé à Chicago à ce moment-là. Mais le propriétaire qui en devait une à la Russa parce qu'il l'avait congédié en 86 ou quelque chose comme ça, à un moment donné, là, recenser le passé, ce n'est pas toujours la chose à faire. Sébastien, l'effet Juan Soto avec les Yankees, comment tu le qualifierais? Ben, on en a parlé dans c'est la semaine passée. Il change complètement cet alignement de frappeurs-là. On dirait que tous les frappeurs qui sont autour de Juan Soto sont galvanisés. Puis c'est de le voir avoir du plaisir à New York, qui est au champ droit, discute avec les partisans, a signé une balle entre deux lancers dans un match la semaine dernière. Donc, il y a vraiment une belle chimie qui s'installe à New York. Est-ce que ça va durer? Parce qu'on le sait que New York, c'est un marché difficile. Si ça se met à mal aller pour Juan Soto, ça peut changer de côté. Mais pour l'instant, tout va bien. Puis il y a vraiment un impact significatif dans cette équipe-là. Puis on le voit, les chiffres qu'il met au tableau, puis son approche au bâton aussi. Tu sais, chez les Yankees, on n'avait pas beaucoup de ce genre de frappeur-là qui prend les buts sur balle. Souvent, on y allait pour la longue balle. On s'élançait vraiment pour la clôture, mais là, ça change un peu. Lui, il veut se rendre sur les sentiers, va prendre le lancer qu'on lui offre. Donc, ça change complètement cet alignement-là. Moi, ce qui m'impressionne de Soto actuellement, oui, il rend les frappeurs là, dans l'alignement des Yankees encore meilleurs, puis c'était déjà des bons frappeurs, évidemment. Mais moi, c'est évoluer sous une pression que tu te mets toi-même, tu sais, de refuser le contrat qu'il a refusé avec les Nationals, de se retrouver à San Diego, puis de dire, ben moi, je veux un contrat qui est encore supérieur à celui d'Ohtani, puis je ne déplacerai pas mon argent à ma retraite, là, je vais l'encaisser tout de suite. De se ramasser chez les Yankees dans un hyper gros marché, de performer encore sous cette pression-là. Oui, il joue dans le champ droit, là, défensivement parlant, disons que c'est pas lui qui a le plus de pression, mais n'empêche qu'au bâton, il produit. Puis, il va en avoir un gros contrat, là, c'est sûr. Il y en a déjà un, puis il va en avoir un encore plus gros parce qu'il est capable de jouer sous la pression. C'est ce qui me surprend de Juan Soto, là. Non, c'est un joueur qui est spécial. Tu sais, tantôt, on parlait d'œil au bâton, sans doute le meilleur œil au bâton du baseball majeur. Lui, le jour où il va avoir des arbitres robots, là, il n'y aura pas beaucoup de retraits sur trois prises, là, parce que on dirait que la majorité de ses retraits au bâton, c'est quand il y a une erreur tu sais, quand il garde son bâton sur l'épaule, là, pas quand il s'élance, c'est souvent une balle qui n'est pas dans la zone des prises, puis que c'est juste qu'il n'a pas prévu la réaction de l'arbitre. Donc, non, c'est un joueur qui est assez spécial. Euh, Sylvain Lebel, Pascal, je te pose la question. Que pensez-vous du fait que Sacramento a une franchise avant Montréal? Ouais, c'est un petit peu décevant, hein? Mais Oui, Sacramento, on s'entend que ce n'est que de passage, là. Mais évidemment. n'empêche que ben, le fameux débat, est-ce que Montréal aura encore une concession un jour? Euh, on s'en éloigne, des fois on s'en rapproche, on est chaud, on est froid par rapport à ça, mais ça se passe beaucoup aux États-Unis, évidemment, ça se passe beaucoup dans le sud, ça se passe beaucoup en Californie. Euh, c'est choquant, c'est frustrant, mais je pense qu'il faut vivre avec son temps, puis il faut toujours espérer, mais il faut être réaliste aussi. Mais là, Sacramento Sébastien? n'a pas une franchise là, parce qu'on n'a pas le droit de dire les Aces de Sacramento. Donc, ils n'ont pas de franchise. Là, c'est juste les Aces. Oui. Oui, Puis si John Fisher l'a dit, il faut respecter sa parole c'est parce que vrai. c'est Oui, un oui, homme qui a le bien du baseball à cœur. Ouais. Les Aces oui, de oui. Nowhere. Oui, Oui. c'est ça. Ça aurait été si simple d'aller dans leur propre stade de 3A qui est situé à Las Vegas. Là, tu sais, la place où les autres propriétaires ont dit ouais, c'est correct, tu peux déménager, là. Ben là, tu sais, Ah non, ça c'est aurait été beaucoup pas trop pire, simple. mais
Non, mais tu sais, c'est parce que le contrat de télé, tu sais, avec une équipe comme ça, il n'y a pas de contrat de télé qui serait signé avantageux. Mais tu sais, c'est un dossier qui est croche de A à Z. Là. C'est Ouais, du ben grand n'importe quoi. Là. Ben oui. oui, Ouais, tu sais, comme complètement. comme tu le disais, Charles, le propriétaire a hâte de voir Aaron Judge frapper des longues à Sacramento. Fait que, tu sais, tout va bien. Là, revenons sur cette déclaration-là. C'était la semaine passée, on en a parlé, je m'en fous, je vais en reparler. Est-ce que vous avez déjà entendu les boys d'un propriétaire tenir des propos aussi imbéciles que ça? De dire j'ai hâte que des joueurs adverses viennent frapper des circuits contre mon club. C'est spécial rare. Ça, c'est comme si le propriétaire des Coyotes disait qu'il a hâte de voir Connor McDavid aller en mettre 4 en Arizona. C'est ça? C'est à peu À près Salt Lake ça? City. Ouais, à Salt Lake City, ouais. OK, C'est c'est bon. l'ancien propriétaire des Reds, la célèbre Marge Shot, en a dit des niaiseries dans sa vie, là, mais je pense qu'elle Oui. n'aura pas atteint ce niveau-là là, durant toute sa carrière. Là. Non, mais tu sais, la différence, c'est qu'elle, elle disait des niaiseries, mais tu sais, ultimement, c'était pour son équipe, là. C'était Elle pas voulait pas contre voir son son équipe équipe. perdre, là. Elle était très, très, très compétitive, cette madame-là, là. Tu sais, Oui, oui, oui. fait que c'est ça la grande différence. Là. John Fisher, visiblement, il tank puis il s'en cache pas. Les gars, on a reçu un courriel là, avant le show, puis je voulais vous le partager aussi en profiter là, de la période de questions. Sébastien, c'est une question par rapport aux Red Sox de dire il y a l'effet négatif de Trevor Story qui est out pour le reste de la saison, qui va faire super mal à un club qui va bien. Mais de l'autre côté, il y a le positif il y a Sedan Rafaela qui a été prolongé pour les 8 prochaines saisons. On garde le joueur de chansante comme ça. Après avoir prolongé Brian Bayo, qui est un des excellents lanceurs de l'organisation, c'est du chaud et du froid hein, du côté de Boston quand même cette semaine. Oui, c'est sûr. C'est sûr que la blessure de Story, ça va faire très mal dans un avant-champ déjà que défensivement, c'était pas exceptionnel. On a quand même un bon début de saison, mais à long terme, ça risque de faire très mal. D'un autre côté, on avait eu une saison morte atroce en signant à peu près personne, même si on a les poches pleines. Là, on a signé quelques prolongations de contrat, entre autres avec Brian Bayo et Rafaela. Donc, c'est une bonne nouvelle. Par contre, on a, de ce qu'on entend, bien, les Red Sox n'ont pas l'intention de faire d'autres prolongations de contrat dans les prochaines semaines, prochains mois, ce qui veut dire que Tristan Cassis ne va pas prolonger son contrat, à tout de moins pour très bientôt. Donc là, ça va peut-être devenir intéressant à suivre. Il y a d'autres joueurs aussi qui ont des contrats à signer dans les prochaines années. Il reste encore du temps, mais là, il va falloir voir la philosophie des Red Sox. Est-ce qu'on s'enligne comme ce qu'on vient de faire avec nos jeunes joueurs? Ou bien on va retomber dans nos bonnes vieilles habitudes de les laisser aller. C'est à suivre. Mais moi, j'aime la philosophie actuelle, puis c'est vraiment dommage pour la blessure à Trevor Story, mais au moins, les Red Sox n'ont pas patché des trous en attendant qu'il y ait quelque chose qui se règle. On se fie sur nos jeunes, on essaye de les garder là, à plus long terme, puis on veut bâtir autour de ces jeunes-là. Puis c'est pas en allant chercher des joueurs autonomes qui sont en fin de carrière qu'on va réussir à y arriver. Puis si on n'est pas capable de rivaliser avec les Yankees à court terme, si on n'est pas capable de rivaliser avec les Orioles, ben, à un moment donné, il faut être conscient de notre rôle, puis il faut être conscient de notre position et de notre posture, puis il faut vivre avec. Fait que je suis quand même heureux de ce qui se passe actuellement, malgré la blessure de Story, puis les Red Sox vont quand même bien en ce moment. Fait qu'on leur souhaite de continuer de bien aller, mais si les Red Sox continuent de bien aller, c'est peut-être les Blue Jays qui vont en payer le prix au classement. Là. Probablement, ça prend quelqu'un qui est cop là, naturellement, mathématiquement dans cette division-là. Si les Red Sox pouvaient dépenser, oui, sur des jeunes, mais aller chercher des joueurs aussi qui sont dans la fleur de l'âge, peut-être que ça permettrait justement de profiter du fait de se dire, hey, on est Boston, on est capable de le faire. Mais pour l'instant, bon début de saison, on prolonge les jeunes, donc on va chialer un petit peu moins qu'on a chialé durant la saison morte, là, jusqu'à la prochaine fois où ils donneront une raison de le faire. Il faudrait juste qu'ils gagnent au Fenway Park, par contre, parce que c'est très difficile. Dans les dernières Ça années, se là, fait-tu, ça? ben, je ne sais pas, ils n'ont pas l'air d'être au courant qu'ils peuvent gagner à domicile, là, mais dans les dernières années, on a une fiche pratiquement de 500 à la maison, donc ça fait mal parce qu'il faut aller chercher des victoires à l'étranger, puis c'est plus difficile. Puis ils ont pas affronté les Aces et les Angels en début de saison aussi, je pense. Les Mariners, je Les pense. Mariners, Ouais, c'est vrai. Les Mariners et les Aces, ouais. Oui. ouais. Alex Cora qui avait dit le Sweet Caroline en huitième manche, c'est moins agréable quand tu Ouais. perds le match. Donc, souhaitons à Alex Cora des Sweet Caroline un peu plus sweet, justement. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été là encore une fois cette semaine. Ça a été un plaisir. Pascal, toujours très content de t'entendre au podcast. On va te rappeler, je pense. C'est gentil. Merci.
Vu que tu as confirmé que tu n'as pas pris les Angels dans ton pool, on est correct. Mais je vous confirme que je suis 10e sur 10 en ce moment, par contre. Ah, il est trop tôt. Il est trop tôt. Sébastien, merci d'avoir été là encore une fois cette semaine. Dis-nous donc, où est-ce qu'on peut retrouver là, autant le podcast que les articles? Où est-ce qu'on peut nous suivre là, à Passion MLB? Bien, un peu partout sur les 3 plateformes où on est en direct présentement, donc Facebook, YouTube et X, ou l'anciennement Twitter. Et également, par la suite, bien, on va mettre l'enregistrement de ce live-là sur à peu près toutes les plateformes, donc Apple Podcasts, Amazon Music, Spotify. On va être disponible dans les prochaines heures. Donc, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. On serait très contents. Puis, continuez à nous suivre. On est très heureux. Merci d'être à l'écoute à chaque semaine. Puis, merci Pascal aussi. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à aller sur le site de Passion MLB pour lire les articles. Il y a aussi une section podcast, donc on peut retrouver le podcast là si vous ne pouvez pas le retrouver ailleurs. Donc, merci beaucoup d'avoir été là encore une fois. Et on se dit bonne semaine de baseball et à la semaine prochaine.